Merci beaucoup, bonjour à tous. Frédéric Huntsman, donc le refondateur de My Serious Game. Qui ne connaît pas My Serious Game? Ouf, tout va bien. La com fait bien son travail. C'est une agence... alors, oui, super. Une agence qui ne fait que du sur-mesure, avec un pôle pédagogique très fort, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, et donc qui fait tout type de réalisation, immersive learning, du collaboratif, des tas d'innovations technologiques, mais au service toujours de la compétence, leur évaluation, leur transformation, leur développement, l'ancrage, etc. Et donc avec des applications, avec des tas de choses, une centaine de projets par an, donc des choses très variées. Nous sommes au milieu du stand en bleu. Ça, c'est My Serious Game. La richesse et la puissance de My Serious Game, c'est d'avoir un département d'innovation sur la pédagogie, d'avoir co-créé la certification AFNOR sur l'ingénierie de formation digitale. Aujourd'hui, on est une ère où le digital learning prend de plus en plus de place dans la formation, un enjeu indispensable aujourd'hui. Maintenant, c'est d'avoir des choses qui fonctionnent, qui ont un réel intérêt, qui préservent l'attractivité et la concentration de l'apprenant et qui permet vraiment d'apporter une vraie évolution de la compétence. Donc voilà, des tas de choses et des choses très belles, comme vous avez pu voir précédemment dans les conférences. Si on est là aujourd'hui, c'est pas pour une innovation pédagogique, c'est pas pour une innovation technologique, mais c'est pour, à mon sens, une réelle innovation sociale. Et avant d'en parler, je vais vous présenter un des patrons du learning, de la pédagogie chez nous, c'est Florent Terrasse. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous, enchanté. Petit point de présentation, effectivement, moi je m'occupe de la pédagogie et puis du recrutement des talents chez My Serious Game. Et ce qui m'a vraiment séduit, pour vous partager effectivement un peu de retour d'expérience, moi je suis arrivé en milieu d'aventure chez My Serious Game. Ce qui m'a vraiment séduit en fait, et la particularité qu'on voit et les retours clients qui nous sont faits, c'est que vu qu'on maîtrise effectivement l'intégralité du scope technologique, on intervient sur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du serious game, des applications gamifiées, du e-learning, on intervient vraiment sur toute cette galaxie du digital learning. Vu que cette technologie n'est pas un problème, on peut se permettre en fait de creuser vraiment l'analyse du besoin, de prendre en considération la stratégie d'établissement et de la décliner avec une vraie méthodologie, de partir de l'ingénierie stratégique, de la décliner en ingénierie de formation et après en ingénierie pédagogique. On est en train même de développer l'ingénierie tutorale parce qu'on s'aperçoit effectivement que le saisissement, la prise en compte du bénéficiaire et de l'utilisateur est de plus en plus intéressante et importante. Et donc, on développe ça dans le cabinet conseil intégré chez My Serious Game pour préciser les scénarios d'application et d'utilisation des objets pédagogiques. Je passe. Oui. Super. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Alexandre Poncet. Je suis directeur de la qualité au réseau des écoles de la deuxième chance. Globalement, pour vous expliquer le concept des E2C, donc les écoles de la deuxième chance, c'est vraiment de former les publics les plus éloignés de l'emploi et de les accompagner vers une situation d'insertion sociale, citoyenne et professionnelle durable. Donc, on a plusieurs enjeux vis-à-vis de ce public. Peut-être rappeler quelques chiffres pour vous présenter ce que c'est. C'est 150 sites partout en France. C'est 15 000 jeunes qui sont accueillis et accompagnés chaque année. Et on a des taux de retour à l'emploi, de retour à la formation initiale qui sont assez importants, assez intéressants, puisqu'on arrive à en accompagner 64% d'entre eux donc, vers une situation d'emploi, de formation. Chaque E2C, pour avoir le droit de s'appeler école de la deuxième chance, doit passer à travers un système qualité qui est reconnu par ailleurs par France Compétences, et donc c'est notre système de labellisation qui permet de s'assurer que les écoles répondent bien globalement aux exigences réglementaires, mais répondent aussi à notre cahier des charges et à ce qui constitue finalement une E2C. Alors, on a eu beaucoup de projets, beaucoup de chantiers ces dernières années et qui continuent et qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais les gros enjeux qu'on a eus récemment, c'était effectivement, comme vous le voyez écrit en haut là-bas, c'est l'approche par compétence. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par l'approche par compétence? C'est globalement une approche
d'apprentissage par le faire. Et donc, l'idée, c'est de vraiment mettre en situation le stagiaire, de le mettre en activité, pour lui faire prendre conscience qu'il sait faire, il a des aptitudes, des habiletés. Et donc, on l'accompagne à travers nos différentes activités, nos différents projets, à découvrir qu'il a des compétences, mais aussi à capitaliser sur ses compétences et savoir les utiliser en autonomie dans le cadre de sa formation. On a un autre enjeu très rapidement, ce qui permet de présenter après le cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est les parcours spécialisés. Et ça, en fait, ça part d'une identification des besoins des entreprises partenaires. Donc, globalement, les entreprises partenaires, on voit, elles ont il y a actuellement sur le marché du travail beaucoup de tensions sur le recrutement. Et donc, nous, on identifie les besoins en recrutement avec les entreprises qui sont partenaires. On identifie les besoins en termes de compétences, en termes d'habileté, en termes de soft skills, etc. Et en fait, on va co-construire la formation avec l'entreprise partenaire pour justement leur proposer dans leur processus de recrutement des jeunes qui sont tout à la fois motivés, parce que c'est le premier critère de recrutement à l'école de la deuxième chance, et qui ont les premières compétences, les premières habiletés nécessaires pour intégrer justement ces entreprises. Merci beaucoup. Peut-être effectivement basculer dans l'illustration et ce qui nous réunit effectivement aujourd'hui, c'est-à-dire le fameux projet qui nous mobilise depuis maintenant un petit peu plus de 18 mois. Ça a pris 18 mois de conception, mais ça fait quasiment 2 ans qu'on se connaît et puis qu'on échange quasiment quotidiennement ensemble. On s'est réunis effectivement sur la base d'un besoin qu'évoquait Alexandre, et dans l'optique de pouvoir proposer aux bénéficiaires E2C, donc des jeunes effectivement de la tranche d'âge que tu citais, donc à compter de 15 ans, une possibilité de diversification en fait des pratiques pédagogiques. Ils sont allés très naturellement, et c'était l'envie de départ, sur un jeu vidéo, donc un serious game, un jeu vidéo d'intention sérieuse, mais vraiment se saisissant des codes des jeux vidéo pour pouvoir parler à cette génération. Ça a effectivement abouti à ce jeu-là que vous pouvez tester en démo, et n'hésitez pas, on fera des rappels bien évidemment sur le stand pour venir directement tester la solution et jouer avec. Très rapidement pour que vous puissiez vous repérer et puis avant de décliner par quelles étapes on est passé. Ce jeu-là, c'est 15 heures. Donc on est proche des standards de jeux vidéo, et 15 heures si on suit les choses de manière vraiment très linéaire en ne faisant aucune faute. Si effectivement on se permet des temps d'hésitation, des temps d'errance, des temps de navigation, parce que c'est une navigation libre, on va s'approcher des vrais standards de jeux vidéo, à savoir 20h, 22h. Ça, c'est une première logique. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Au-delà de la narration, vous voyez bien qu'il y a une direction artistique et puis qu'il y a une narration particulière qui accompagne ce principe de serious game. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve effectivement 15 heures d'approche par compétence. On va travailler en fait l'intégralité du réseau, du référentiel du réseau E2C. 8 domaines de compétences. C'est un référentiel qui est proche. On passe par la numératie, la littératie, l'ouverture effectivement citoyenne, l'ouverture culturelle, l'ouverture environnementale aussi. On passe par du sauveteur secouriste du travail. Toutes ces pratiques-là du référentiel sont articulées autour de 8 domaines de compétences. Si on descend dans la subdivision, on travaille quasiment 60 effectivement compétences. Ça, c'est la première logique, qui est une logique verticale. Et au-delà de la compétence, c'est intéressant de travailler aussi les paliers d'appropriation. Il y a 4 paliers d'appropriation. On pourrait parler de maîtrise éventuellement. On passe d'une réalisation simple à une réalisation qui va mobiliser de la réflexivité. C'est-à-dire être capable, et c'est tout l'enjeu de la compétence, qui est l'intelligence en situation, que de mobiliser une compétence qu'on a abordée dans un cadre idéal, avec des paramètres de sécurisation, et bien transposer dans un autre contexte, pour les parler de transfert exactement, ou qui illustrerait davantage. Le principe de réflexivité permet justement de pouvoir être en pleine maîtrise de cette compétence, et on la traduit à l'intérieur du jeu. On retrouve aussi d'autres domaines qui correspondent à du jeu, donc des principes de navigation, des logiques de gaming aussi, et puis des entraînements sur la connaissance. Et donc, pour aborder effectivement ça, on le disait, la narration. Et la narration, donc l'histoire se passe autour d'une ville, ce qui nous a permis aussi d'aborder les métiers. 40 filières métiers sont traduites au cœur du jeu. Et donc, le jeune a la possibilité en fait de découvrir et d'appréhender les compétences au cœur de situations métiers. Merci. Et effectivement, donc on a vraiment donc ce lien et ce pont en fait qui est créé
entre la formation, le développement des compétences et la professionnalisation finalement des stagiaires à travers ce jeu, qui est un premier abord en fait, globalement le jeu vidéo c'est un média qui nous a permis de nous adresser directement aux jeunes à travers quelque chose qu'ils maîtrisaient, qu'ils connaissaient. Ça permet vraiment de dédramatiser, je pense qu'on peut le dire, la situation d'apprentissage, et ça nous permet aussi de les intéresser très longtemps. Ça nous amène à la bêta test qu'on a menée auprès de 4 écoles. Donc on était vraiment sur les tout débuts du jeu vidéo, sur les tout débuts du développement du jeu en fait. Et effectivement, on était sur le premier arc et on a voulu tester mécaniquement la première version du produit qu'on proposait aux stagiaires. Il faut savoir qu'en matière de formation, c'est quoi? C'est à peu près 20 minutes le temps d'attention moyen. Donc on s'était dit, on a un jeu vidéo, on va leur proposer 40 minutes de test, ce qui est déjà le double du temps d'attention moyen sur une séquence de formation pour notre public. Eh bien, finalement, ce qui est ressorti du jeu, c'est que globalement, ils ont refusé de prendre leur pause sur le temps de formation pour aller jusqu'au bout de l'expérience qu'on leur proposait. Et donc, ils ont joué 1h30 sans décrocher vraiment du jeu. Et c'était un résultat en soi qui était déjà assez exceptionnel, finalement. Et on a eu aussi beaucoup d'éléments qui étaient extrêmement intéressants qualitativement, au-delà de ces données un peu quanti. Mais c'est que globalement, les stagiaires ont pu nous réexpliquer ce qu'ils avaient fait, les compétences qu'ils avaient développées, les métiers qu'ils avaient découverts. Il y en avait même un, tu te rappelles, qui s'était projeté dans les métiers de la logistique à travers le jeu vidéo, qui était un métier auquel il ne pensait pas naturellement. Donc on a eu beaucoup de résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs sur cette expérimentation qui ont été probants. Et donc ça nous a encouragé à continuer et à développer le jeu finalement dans sa version telle qu'elle est sortie aujourd'hui et accessible dans les écoles de la deuxième chance. Et où on continue, bien évidemment, d'écouter les stagiaires, d'écouter comment ils l'utilisent, etc. Et globalement, on a cette satisfaction, en fait, de la part des stagiaires, de dédramatiser la situation d'apprentissage, mais aussi de voir qu'un organisme de formation, finalement, peut faire un pas vers eux pour leur proposer un média qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et qui leur parle, quoi. Tu voulais ajouter C'était un jet très intéressant, compliqué aussi. Mais moi, j'aime ça. Bien que j'ai coché souvent de mauvaises réponses, mais ça ne me décourageait pas. Ça me donnait envie de continuer et voir un peu la suite. Ça m'aide beaucoup parce que j'ai vu qu'il y a des choses intéressantes. Il y a le français, la mathématique. Je ne sais pas ce qui se cache encore derrière. Pour ça, je trouve que c'est vraiment important pour nous. Et puis, ça nous aide à développer nos compétences. Mais en un mot, j'ai adoré. Adoré, oui. Donc, petit témoignage effectivement illustrant. La démarche d'ingénierie en cascade, c'est ce que j'ai évoqué effectivement tout à l'heure. Et donc, je passe assez rapidement pour vous montrer un petit peu l'illustration de quelques éléments de gameplay. Il y a bien évidemment une ingénierie complexe. Je t'en ai parlé, ingénierie stratégique, de formation pédagogique et d'accompagnement. Mais on a soigné aussi, bien évidemment, toutes les autres dimensions qui correspondent au développement d'un serious game. Il y a un game design qui est exigeant. On s'est basé sur des techniques de narration forte et importante parce qu'il faut soutenir aussi l'attention avec un storytelling qui soit engageant sur à minima 15 heures. Donc on a une logique de développement scénaristique, on est parti effectivement comme ça, avec des arcs narratifs qui nous ont permis après de décliner un certain nombre d'éléments. Idem pour les personnages qu'on retrouve effectivement à l'intérieur. On voulait sortir des logiques classiques du digital learning qui sont très proches quand même des théories de l'éducation, du cognitivisme et du behaviorisme. On voulait aller vers quelque chose effectivement qui soit beaucoup plus engageant et qui développe beaucoup plus l'agentivité en fait et la capacité à un moment donné à développer des compétences. On a construit donc une dream team. Donc le personnage principal, vous pouvez vous identifier, on est sur un travail en première personne, on appelle ça. Et ce jeune-là en fait n'est pas tout seul dans sa quête, il y a plusieurs personnages. Ces personnages-là, de la même manière que dans un jeu vidéo classique, on a développé leur personnalité. Si les personnages, effectivement, n'ont pas de personnalité, sont traités dans ce qu'on appelle des PNJ, des personnages non joueurs, on pourrait considérer que c'est du prétexte. Là, on s'est vraiment servi aussi de la narration et des personnages qui gravitaient autour du joueur apprenant pour qu'il y ait aussi de l'apport de compétences et de la collaboration. Un dernier élément avant de passer la main, et je vous encourage à venir nous voir pour qu'on puisse développer cette dimension d'ingénierie complexe, c'est la dimension multijoueur. Il y a des logiques et dans le référentiel, on a le travail en collectif, le travail en collaboratif. On a emprunté là encore des logiques du jeu vidéo avec des instances et donc on a des boss ou des boss intermédiaires ou des boss finaux qu'il faut vaincre à un moment donné pour résoudre et puis passer les étapes de narration à travers des logiques de collaboration.
3 stagiaires minimum pour effectivement vaincre un boss intermédiaire, 6 minimum pour vaincre un boss final et qui clôture une partie de la narration. Merci. Alors, on vous a présenté le produit tel qu'il est sorti aujourd'hui. Nous, au niveau des écoles de la deuxième chance, on en est vraiment très fiers. C'est vraiment quelque chose qui parle aux équipes, qui parle aux stagiaires, qui parle à nos partenaires, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on porte et qu'on promeut avec le cœur, quoi, finalement. Et donc, on vous a parlé globalement de l'usage du jeu vidéo pour le développement des compétences, mais aussi pour aborder les premiers métiers, pour avoir une première approche finalement du projet professionnel, etc., avec des mises en situation concrètes. Et demain, je pense qu'on peut parler un peu en avant-première, mais on a des partenariats aujourd'hui qui sont en train de se nouer avec des entreprises pour, y compris, intégrer cette logique de gaming dans les processus de recrutement. L'exemple, c'est on a un partenaire aujourd'hui avec lequel on travaille pour intégrer vraiment une quête qui lui sera dédiée et qui permettra en fait aux stagiaires de découvrir en fait l'entreprise, de découvrir ses valeurs, de découvrir les compétences dont il a besoin pour intégrer. Un deuxième tiers qui portera vraiment sur la dimension développement des compétences nécessaires pour intégrer l'entreprise. Et la troisième partie du jeu, la conclusion, ce sera une forme d'assessment, donc de test en fait des habiletés du stagiaire. Si le jeune a des résultats concluants sur la partie assessment, en fait, ça va envoyer directement ses coordonnées au service RH de l'entreprise partenaire pour qu'elle puisse contacter effectivement le jeune en réel. Et donc, on a cette logique un peu de figital, pardon pour le barbarisme, mais de levier entre ce qui se fait dans le monde virtuel et ce qui se fait dans le monde réel, qui va être permise avec ce jeu vidéo finalement. Et donc, on croit beaucoup à ça. Ça va servir, mais tu vas en parler, mais sur les dimensions marque employeur, etc., c'est quelque chose qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Je vais prendre effectivement là plutôt aussi la casquette RH et j'en ai parlé au démarrage. Il est très important de soigner cette expérience. Le recrutement est une expérience en soi. On a coutume de dire que c'est une phase de séduction mutuelle et au regard à la fois des tensions de recrutement qu'on rencontre effectivement aujourd'hui dans le monde actuel, des compétences qui n'existent pas, on a un rapprochement qui est un rapprochement presque vital entre les environnements de formation et les environnements RH. Et donc on doit effectivement proposer à la fois une expérience qui soit une expérience de recrutement qui soit intéressante, à la fois pour l'entreprise qui recrute ou l'organisation qui a un besoin de compétences, mais aussi pour le candidat. Et on est en ça sur déjà un soin particulier et une forme de projection dans l'organisation qu'on va effectivement intégrer, en se disant si le parcours recrutement, si l'expérience recrutement se passe bien, ce sont la plupart du temps de bons gages ou de bons signaux pour la suite. Au-delà de ça, on a une différenciation qui est essentielle et là, on rencontre les logiques de marque employeur, c'est-à-dire que le monde est effectivement ultra concurrentiel et y compris dans la conquête et l'attraction des talents, l'attraction, la fidélisation, bien évidemment. Donc ça participe aussi bien évidemment d'une différenciation de ce qu'on appelle un vaisseau amiral en marketing et qui sert aussi les dimensions RH. Et enfin, dernier élément, c'est la sélection, c'est-à-dire le recrutement. On entend beaucoup ces statistiques de dire que les compétences de demain n'existent pas encore, ou du moins qu'elles sont flottantes et en train de muter. Et donc, on doit recruter sur la base des soft skills. Les soft skills, là encore, beaucoup de confusion effectivement en la matière, parce que c'est un sujet qui phosphore beaucoup. Bien distinguer ce qui relève de la compétence transversale de l'intelligence émotionnelle. Et on a ces courants qui sont flottants. À travers Horizon, ça nous permet justement de stabiliser sur Horizon version 1 les compétences de base, les savoirs de base et être certain que ce socle-là est bien stabilisé et bien acquis. Et puis sur les parcours spécialisés, d'appréhender des compétences qui sont propres à l'entreprise et aussi les codes attendus. Si toutefois il n'y a pas de compétences, c'est un peu, comment je dirais, paradoxal de considérer qu'on sonde des compétences qui ne sont pas encore apparues. On vient sonder ce qu'on appelle des appétences et des matchings en fonction effectivement des environnements métiers, des codes métiers, des valeurs, des raisons d'être. Voilà effectivement ce qu'on est en train de développer et voilà les projections pour Horizon qui commencent à devenir effectivement une belle réalisation. Merci Florent. On va peut-être pouvoir, s'il y a des questions dans la salle, on va peut-être pouvoir prendre un petit temps pour... Vous pouvez répondre. Ah, super. Merci, super projet. On est sur quel budget ? Alors,
Les budgets, effectivement, chez nous, c'est un sujet, on travaille sur le sur-mesure. Je ne vais pas vous donner le budget réel, je vais vous donner une fourchette spécifique dans la mesure où ce budget a été aussi permis à travers une ingénierie financière un peu globale, à travers du soutien spécifique, une fondation, et là je laisserai effectivement Alexandre préciser, et puis des appels effectivement à manifestation d'intérêt ou des appels à projets. On parle de Definum en l'occurrence. Donc voilà, ça s'est co-construit comme ça. La fourchette que vous pouvez retenir, je vais la donner, c'est entre 450 et 650. En valeur absolue, je fais une petite digression, en valeur absolue, ça peut paraître effectivement important. Pour cette ambition, c'est quelque chose effectivement sur lequel on doit aller en termes de budget. Ramenez-le de manière relative. 15 000 jeunes par an, voilà, et on est sur un produit qui, sans être retouché, va durer 6-7 ans. On est sur 20 heures et j'en profite, on ne le met pas en avant, mais My Serious Game a contribué autour de 200 000 € sur ce projet. On a voulu, il était porteur de sens, donc on a mis aussi la main à la poche avec la fondation FDJ. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai entendu réflexivité, je ne sais pas ce que c'est. Bêta-test, c'est intéressant. Est-ce que c'est obligatoire dans chaque... je vais répondre à la question. Le fait de pouvoir tester, d'avancer par POC, par itération pour valider, parce qu'on est dans une démarche, le digital learning aujourd'hui, il est très empirique. Chaque entreprise va avoir sa vision, c'est comme ça qu'il faut apprendre, c'est 3 minutes maximum, c'est que sur mobile, c'est que dans l'immersif, chacun va avoir sa propre définition. Il n'y a pas aujourd'hui un état de l'art où c'est ça qui marche et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc forcément, on est de manière très empirique. Pouvoir valider les résultats avec des enquêtes très précises, avec des bêta-testeurs, des premières équipes, de gens expérimentés ou non, etc. Ça permet vraiment de valider les hypothèses de travail qui sont finalement très empiriques. Et alors, réflexivité et soft skills, on sait aujourd'hui aussi que tous les métiers se transforment, tous les enjeux que nous avons aujourd'hui, alors qu'on soit banque assurance, qu'on soit dans l'éducation, la formation, qu'on soit dans l'industrie, même la comptabilité, etc., tout se transforme énormément. La machine, alors l'intelligence artificielle pour la comptabilité, qui va faire la saisie automatiquement. Donc les comptables vont devoir prendre leur téléphone maintenant, passer des appels, échanger, avoir du relationnel, ce qui était complètement différent de faire de la saisie de manière très pragmatique, très rationnelle. Là, on est sur la relation aussi complexe, inattendue qu'elle peut être entre des personnes. Eh bien, voilà, tous les métiers se transforment et face à cela, ce dont on va avoir besoin, ce sont des humains avec ces soft skills qui sont attendus. C'est ça notre valeur ajoutée par rapport à une machine qui peut faire des calculs ou un chat GPT qui peut même faire une thèse en histoire géo. C'est la curiosité, le savoir travailler ensemble, la confiance, la communication. C'est tout ce qu'on peut mettre derrière les soft skills. Et c'est très compliqué d'évaluer déjà et de développer cela. Et on essaye de jouer dans l'éducation et la formation initiale parce que pour nous, le cursus actuellement existant ne développe pas ces soft skills. On est dans l'apprentissage par cœur, on n'est pas dans du travail collaboratif, etc. Donc quand on se retrouve après à travailler après 25 ans d'école, voilà, on n'est pas forcément à l'aise à apprendre à parler en public, à mentorer quelqu'un, à réfléchir ensemble sur un processus d'idéation, d'innovation, etc. Donc là, il y a un énorme travail dans la formation initiale. Et en tout cas, les besoins aujourd'hui des entreprises sont de pouvoir développer ces soft skills. Et donc là, la réflexivité est un super moyen. Ce qui est intéressant, développer la curiosité. Je peux avoir un super formateur qui, pendant une journée, ou un super module qui me fait comprendre l'intérêt de la curiosité. Je ne vais pas le devenir demain. Je vais peut-être le devenir parce que tous les jours, j'ai des petites actions qui m'amènent à devenir curieux. Parce que je m'interroge sur ma propre curiosité et mon rapport à la curiosité. Parce que voilà, on va avoir une démarche réflexive qui va permettre de, effectivement, aboutir à un résultat. Donc c'est très intéressant sur ce type de compétences. Je fais les questions et les réponses, c'est pas mal, hein? Alors, sur quel sujet pouvons-nous apporter notre point de vue? Alors, vous l'avez peut-être dit, désolé, vous avez parlé budget, mais combien de temps vous avez mis pour concevoir ce beau projet? Combien de temps vous avez mis pour concevoir ce beau projet? Alors, sur l'intégralité de la chaîne, c'est-à-dire ingénierie, conception, développement, on est sur 18 mois. Je me permets effectivement, ça a été un temps long, mais ça a été aussi un travail vraiment partenarial finalement, que
Comme tu l'évoquais, hein, Frédéric, c'est un chantier qu'on a co-construit, sur lequel vous avez participé activement et sur lequel vous êtes allé aussi au-delà de l'attendu initial. Hein. Enfin, c'est clair. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'était 18 mois qui étaient vraiment de collaboration intense. Alors nous, on est en province et vous êtes en province également et un peu à deux bouts de la France. Bon, et finalement, on était régulièrement alors à Tours ou vous à Reims pour venir chez nous. C'était vraiment cette idée de co-construction sur un temps long, sur un temps qui paraît long, mais qui en fait est extrêmement court entre les moments où on a nos premières intentions, les premiers accompagnements, j'en parle même pas, jusqu'à la phase de développement qui, elle, c'est vraiment de fait sur un, je ne vais pas dire un sprint, mais on n'en est pas très loin finalement pour un jeu de cette ampleur. Oui, en règle générale, on est la moitié du temps. C'est vraiment la conception, la réflexion pédagogique jusqu'au storyboarding, et l'autre moitié du temps sur la réalisation technique. En panier moyen, enfin en règle générale, un projet dure à peu près 4 mois, et notre panier moyen est autour de 30 000 € sur une prestation. Bonjour, merci beaucoup. Sur les photos et les illustrations que vous avez présentées, on voit en général des accompagnants ou des tuteurs. Donc je voulais savoir, d'une part pour ce projet-là et d'autre part pour les autres projets de My Serious Game, quel est le degré d'autonomie de l'apprenant et quel est le degré de blended ou de tutorat qu'il faut prévoir? Alors je peux effectivement démarrer et puis Alexandre pourra compléter bien sûr. J'en ai parlé, il y a une ingénierie tutorale qui est indispensable et on l'a stabilisée dès le démarrage, dès les premiers temps de réflexion. Nos objets, par principe, sont toujours autoportés. C'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner de manière autonome. Ça, c'est une constante dans nos productions. Et ce qui est une constante dans nos productions aussi, c'est la polyvalence des instants possibles de saisissement. Je m'explique. Vous avez une chaîne en fait de l'évaluation. C'est-à-dire que là, typiquement, on peut s'en servir sur une pédagogie blended en diagnostic, en formatif, formatrice, en sommatif. Et on peut faire aussi, c'est-à-dire en amont, des découvertes métiers, des présences sur des salons, des choses de cet ordre-là. Donc les pédagogies et les utilisations de cet objet pédagogique sont vraiment mixtes, très clairement. Et on est en train, en fait, là c'est un travail qu'on est en train de conduire ensemble, de proposer un livret d'accompagnement tutoral en identifiant en fait des scénarios d'usage. Voilà. Peut-être aussi, j'ai encore 2 minutes. Peut-être merci Florent pour préciser un point complémentaire. Il faut savoir que sur les écoles de la deuxième chance, on est vraiment sur un public qui a besoin d'un accompagnement individuel et privilégié finalement avec le formateur référent. Et donc à ce titre-là, nous on a fait vraiment le choix d'utiliser ce jeu vidéo comme un support pédagogique, mais d'utiliser les effets de levier finalement avec le présentiel et le réel et avec le lien avec le formateur. C'est pour ça que sur les images, vous voyez beaucoup de formateurs. C'est que l'objectif du jeu, c'est tout ce qu'on a évoqué, mais c'est aussi que le jeune il puisse en parler en fait avec son référent pour en extraire la substantifique mal, si vous me permettez l'expression. Un tout dernier élément, mais je vous promets, on a effectivement une cible principale qui est le bénéficiaire et qui est le jeune. Il y a aussi tout un prétexte et une dimension effectivement de change management pour les formateurs. C'est-à-dire qu'on l'a pensé aussi comme ça intègre la mallette pédagogique et ça force aussi à l'adaptation et au changement de paradigme du formateur vers l'accompagnateur et donc toute cette acculturation digitale. Bonjour, moi j'étais intéressée pour connaître la taille de vos équipes qui ont participé, combien vous étiez chez My Serious Game, combien vous étiez à l'école de la deuxième chance pour le réaliser. Alors chez My Serious Game, on est entre 40 et 50. Aujourd'hui, sur la photographie actuelle, effectivement, on est 45. 45, c'est la dimension effectivement vraiment nucléaire presque de My Serious Game. On est beaucoup plus en réalité, c'est-à-dire qu'on a une galaxie de partenaires qui gravitent autour. Il y en a plus de 200 aujourd'hui. Et sur le projet spécifiquement, il y a 18 collaborateurs qui ont collaboré avec bien évidemment des personnes qui ont suivi d'un bout à l'autre et puis d'autres qui sont venus intervenir de manière ponctuelle. Le succès d'un projet, c'est très antidisciplinaire. Il nous faut des gens qui ont travaillé dans la com, des gens qui connaissent les jeunes, des gens qui maîtrisent le game design, des gens qui travaillent, donc qui vont avoir des missions précises à des endroits précis, sur la pédagogie, sur le développement technique, le front, le back, etc. Donc c'est plein de compétences, ouais, effectivement très transverses. Merci.
Je suis arrivée en retard, donc vous avez peut-être déjà répondu à cette question. Comment accompagnez-vous les formateurs ou les équipes pédagogiques à la prise en main en fait du serious game et donc à l'accompagnement des jeunes? Et est-ce que vous avez aussi une stratégie de dissémination dans l'ensemble des E2C? Alors sur l'accompagnement des formateurs, oui, très clairement, c'est impératif. C'est en 2 temps. C'est-à-dire que nous, on soigne bien évidemment le jeu pour qu'il soit autoporté dans un premier temps. Et si nous, on doit faire de l'explication ou de la surexplication, c'est qu'on a manqué quelque chose typiquement. Donc ça, déjà, le jeu est saisissable par principe. Après, au-delà de l'utilisation, c'est-à-dire la bonne utilisation pédagogique pour qu'elle ait de l'impact, oui, ça s'accompagne. Et il y a un chantier en cours d'ingénierie tutorale qui est précisé. Et pour la dissémination... Et globalement, sur l'accompagnement des écoles, c'est vraiment quelque chose qu'on fait by design sur tous nos projets. C'est on livre quelque chose et on a la volonté de le livrer clé en main et d'accompagner chaque membre, finalement, chaque école, chaque formateur, à l'utilisation de celui-ci dans les meilleures conditions possibles, finalement. Il y a vraiment des leviers. On est sur encore une petite résistance, notamment dans la formation initiale, donc l'éducation, de résistance au digital. Donc on doit avoir il y a un jeu que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Asphalt, qui est un simulateur de voiture, qui est téléchargeable gratuitement, etc. Et il est vraiment génial parce que dès que vous ouvrez le jeu, qui est très complexe, il y a un garage, il y a des options, des customisations, le jeu est très complexe, mais dès que vous ouvrez le jeu pour la première fois, vous êtes au volant d'une Ferrari et il vous dit « Ah, attention, il y a un virage, il va falloir tourner. Pour tourner, tu appuies ici. » Et progressivement, on va apprendre à se servir du jeu. Si on y arrive directement dans l'interface, on n'y comprend rien et on décroche. C'est nul, c'est trop compliqué, je ne comprends rien, etc. Donc il faut savoir maintenir l'intérêt dès le début. Donc c'est vrai que c'est une dimension très importante, quelles que soient les productions. Je suis désolée, je reviens peut-être sur la deuxième partie de la question. Sur le déploiement, du coup, c'est déjà dans toutes les E3C, en fait, les E2C, pardon. Ouais. Aujourd'hui, le jeu est livré, il est dans les écoles de la deuxième chance et nos 15 000 stagiaires y ont accès. Je vous en prie. Et bientôt, l'école de la troisième chance, donc du coup. Oui, c'est fini. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Pour toute précision, avec l'équipe E2C ou My Serious Game, stand O40.